Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette grande édition du soir. Un invité dans ce journal, il s'agit de monsieur Jean-Claude Kakwadi. Il est expert en cybersécurité et des questions du numérique. Alors avec lui, nous allons nous entretenir sur le code numérique qui bat son plein à l'Assemblée nationale. Bonsoir monsieur Jean-Claude Kakwadi. Bonsoir madame. Ok, je reviens à vous tout à l'heure. Merci. Une délégation du département d'État américain reçue par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le ministre tunisien des Affaires étrangères et pour terminer, le président de la RDC a eu une séance de travail avec la commission de l'Union africaine. Les condensés de toutes ces audiences dans ses commentaires signés Jules Boulembi. Conduite par l'ambassadeur Donald Booth, cette délégation du bureau Afrique du département d'État américain était aussi constituée des représentants des bureaux du Moyen-Orient et d'Afrique en charge de l'expertise scientifique. Selon l'ambassadeur Booth, leur mission consiste principalement à assurer le suivi de l'échange téléphonique que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a eu il y a quelques semaines avec la vice-présidente américaine Kamala Harris. Au cours de cette entrevue de plus d'une heure, plusieurs autres sujets, notamment la paix sur le continent, ainsi que la présidence congolaise de l'Union africaine, ont été abordés. Le département d'État américain compte beaucoup sur une parfaite collaboration entre la RDC et les autres pays du continent, a déclaré M. Booth. La nouvelle administration américaine travaille pour l'établissement de nouvelles bases de collaboration entre la RDC et l'ensemble des pays de l'Union africaine, a ajouté M. Booth. Consécutivement à cette audience, une délégation américaine va travailler ce mercredi avec le membre de la Goa Task Force présidentielle. Président en exercice de l'Union africaine à la tête du plus grand pays francophone du monde, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est invité à participer au 18e sommet de la francophonie qui sera organisé à Tunis en novembre prochain. L'invitation de participation lui a été remise ce mardi par M. Othman Guerandi, ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et tunisien de l'étranger. L'émissaire du président tunisien a à cette même occasion transmis les félicitations fraternelles du président Kaïs Saïed pour sa mandature à la tête de l'Union africaine. Les États africains doivent, en cette période de la COVID-19, renforcer davantage leur coopération dans les domaines de recherche scientifique en vue de faire face à toutes les autres pandémies du genre COVID-19 qui surgiraient dans les jours à venir, a déclaré M. Guerandi. S'agissant de la paix et de la sécurité sur le continent, rapporte le ministre tunisien, le président Kaïs Saïed pense que son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est conscient du fait que la paix ne pourrait profiter au continent que lorsque les pays africains se mettront ensemble pour faire parler l'économie et la croissance et faire face à tous les défis du moment. Arrivé à Kinshasa le week-end dernier, le président de la Commission de l'Union africaine a eu une longue séance de travail ce mardi 23 mars avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Le numéro 1 de l'exécutif de l'Union africaine a dit avoir échangé avec le chef de l'État congolais sur plusieurs sujets d'actualité au plan continental, notamment les réformes de l'organisation panafricaine et la gestion de la pandémie de Covid-19. Après un peu plus de 2 heures d'entretien à huis clos entre les deux personnalités, la rencontre s'est élargie avec la participation de Mme Michelle Hélène Natundiaï, représentante résidente de l'Union africaine en RDC et membre de la commission de l'Union africaine, l'ambassadeur Ngandu Ilunga, ambassadeur de la RDC en Éthiopie, et auprès de l'Union africaine, ainsi que le membre du panel de l'Union africaine. La Grande-Bretagne s'emploie à accompagner l'Assemblée nationale dans sa tâche d'élaboration de lois et de l'efficacité du contrôle parlementaire. C'est ce qui ressort deux entretiens entre l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC et les speakers de l'Assemblée nationale. Commentaire signé Jean Pinchonji. Émilie Martman est dans une logique d'accompagnement tous azimuts de l'Assemblée nationale. La Grande-Bretagne ne rompt pas sa tradition de faire du Parlement un creuset réel de la démocratie. Et l'effort des Congolais est aussi sollicité et attendu avec beaucoup d'égards. J'ai échangé avec le nouveau président de l'Assemblée nationale sur le programme de travail de cette session. Les projets de loi qui sont déjà devant l'Assemblée, mais aussi d'autres projets qui sont attendus du nouveau gouvernement.
Donc on a échangé sur cela. Nous sommes un grand partenaire de la RDC, surtout dans tout ce qui est le renforcement des institutions et la démocratie. Donc notre partenariat avec l'Assemblée nationale va continuer. Il était heureux d'avoir ma visite et de pouvoir échanger sur les défis du pays, mais aussi sur l'accompagnement de la Grande-Bretagne après la RDC. Les députés nationaux sont à ce point de vue interpellés pour moins de complaisance dans leur contrôle parlementaire. D'autres mécanismes seront mis en place pour plus de résultats palpables. Alors, j'espère qu'on peut nourrir notre relation et notre partenariat. Et j'espère que l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat, en fait, peut continuer le travail pour servir la population, pour être une institution qui fait de bon travail pour que la population est prospère et saine et en paix. Alors, Monsieur Jean-Claude Kakwadi, comme je l'ai dit au début de ce journal, vous êtes expert en cybersécurité et des questions numériques. Alors, l'actualité du code numérique en République démocratique du Congo est une réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, le code numérique est une nécessité? Madame, je vous dirais tout de suite, non seulement une nécessité, le code numérique, mais c'est important, c'est urgent et c'est pertinent. Je vous explique. Vous savez, tout part de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a donné une vision, c'était une impulsion par rapport au numérique, disant qu'il voulait faire du numérique un levier d'intégration pour la bonne gouvernance, la croissance économique et le progrès social. Et pour ça, il y a eu un grand travail qui a été abattu par l'expertise congolaise plutôt, et ils ont mis en place ce qu'on a appelé le plan national du numérique. Après ce plan national du numérique, il y a eu la IDRC. La IDRC, c'était pour investir dans le numérique. Mais on s'est rendu compte qu'après un certain moment, ni le plan national du numérique, ni la IDRC n'a pas pu décoller, n'a pas pu démarrer. Tout simplement parce qu'il manquait un cadre institutionnel. Quand je dis cadre institutionnel, c'est par une coordination qui permettra l'implémentation de cette vision. Il manquait un cadre légal, cadre juridique. C'est par là qu'on introduit le code, on parle du code numérique. Parce qu'avec le cadre institutionnel et le cadre légal, c'est ce qui pouvait permettre au plan national du numérique et à l'investissement de démarrer la transformation numérique qui est la vision du chef de l'État. Ok. Donc, deuxième chose, c'est urgent, tout simplement parce que nous sommes confrontés à une situation. On parle de transformation numérique, mais cette transformation numérique amène une autre réalité des choses. La transformation numérique amène une réalité qui s'impose à tous, c'est la cybercriminalité. Partout où on parle de la cybersécurité, comprenez que la cybersécurité vient contre la cybercriminalité. Et avec la cybercriminalité, il y a déjà des crimes. La cybercriminalité, j'ouvre juste une petite parenthèse, c'est au fait l'utilisation de nouvelles technologies à des fins criminelles. Il y a déjà des cas qu'on connaît, mais on s'est rendu compte qu'au niveau de la justice ici chez nous, il manquait cet arsenal juridique pour traiter tous ces cas. Donc on se retrouve déjà dans une situation d'urgence, parce qu'il faut répondre à certains problèmes. Et ce qui peut aider à répondre, il faut qu'il y ait un cadre légal qui est bien sûr adapté ou qui est réajusté par rapport à la législation en vigueur pour commencer à traiter tous ces cas. Là, c'est juste l'importance, l'urgence par rapport aux cas qui arrivent avec la cybercriminalité. Entre autres, la transformation numérique, on ne sait pas y échapper aujourd'hui car c'est la condition sine qua non pour le développement. On ne sait pas s'en défaire. Pour se développer aujourd'hui, tout le monde doit entrer dans le numérique.
tout le monde doit accepter cette transformation numérique. Alors, cette transformation numérique ne s'applique pas comme ça, ne s'implémente pas. Tout simplement parce qu'il y a eu une idée, il y a eu un investissement, tout cela doit être réglementé, tout cela doit être régi par une loi. Ce qui fait que d'autres pays sont déjà largement en avance par rapport à la RDC. Et vous êtes sans ignorer que, pour le moment, tous les secteurs sont en train de passer dans le numérique. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait quelque chose qui précède pour l'organisation de tout ce numérique. Alors, ce qui précède, c'est le quoi? C'est le cadre institutionnel et le cadre légal. Le cadre légal, c'est là qu'on parle du code numérique. Ok, monsieur Jean-Claude Kakwadi, je vous reprends tout à l'heure. Il est temps de poursuivre avec le journal. 8 mois d'impayement, les assistants parlementaires réclament leurs droits de paiement et dénoncent les désordres dans la gestion du trésor public au sein de l'Assemblée nationale. Ces assistants parlementaires démentent également toute accusation faite en leur personne. Ils ne font partie ni du FCC. Leur revendication reste le paiement de leurs émoluments. Ils sont au micro de Constance Mbalabou et Devi Ambata. Suivez. Les assistants parlementaires seraient en colère comme un seul homme. Ils ont ce mercredi 24 mars exprimé leur désapprobation quant au mauvais traitement dont ils ne sont pas rémunérés depuis 8 mois. Et c'est depuis la gestion de Janine Mabunda qui est partie sans résoudre le problème. Avec le bureau Mbosso, les collaborateurs directs de députés ont reçu plusieurs promesses non réalisées. Je dis la vérité, nous sommes venus ici pour réclamer notre salaire. Que M. Mbosso a déjà détourné notre salaire. Et nous avons dit non. Parce que quand Mabunda était ici, les autres disaient que Mabunda était de nous bloquer. Ils ne veulent pas que l'Union sacrée puisse fonctionner. Mais maintenant, aujourd'hui, Mabunda n'est pas aux affaires. C'est Mbosso, il est là, mais il ne fait absolument rien. Les assistants parlementaires démentent toute accusation faite à leur égard, car ils ne font partie ni du FCC et n'ont aucune main invisible derrière eux. Ce sont de pères de famille, l'ont-ils déclaré. Et le but principal de leurs revendications, c'est le paiement de leurs salaires, ont-ils martelé. La dame est partie avec nos 8 mois de prime. Elle est partie avec. Elle a commencé comme ça. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars. J'ai rien touché pour cette année. Je suis un père de famille. J'ai déjà que je dois des responsabilités. Mais je fais pratiquement 90 jours. Je ne touche pas. Mais je travaille chaque jour. Je suis un collaborateur direct de mon député. Je suis reconnu. Même situation du côté du Sénat, le membre administratif du bureau Alexis Tambo Mwamba n'est toujours pas payé. Il réclame aussi les 2 mois d'impayement et l'indemnité de sortie. Pendant que Bati Lukwebo a signalé un gain de 14 millions de dollars dans la caisse du Sénat qu'on ne sait pas retracer. Autre chose, la synergie des syndicats Sinecat, CCT, Force Agissante, CIREP et COFED déplore le fait que le gouvernement tarde à sortir et constate que le président de la République est pris en otage par le même système qui a été décrié pendant que le pays est débordé par le problème de tous bords. Jusque-là, aucune solution. Ce système donne un ultimatum d'ici le 30 mars. Si les gouvernements ne sortent pas, les enseignants vont sortir de la rue pour manifester. Reportage signé Alenoka et Pichukizaza. Les enseignants réunis au sein de la synergie des syndicats des enseignants, Sinecat, CCT, Force Agissante, Sinep et COFEVID sont montés au créneau contre les retards enregistrés pour la sortie du gouvernement au moment où il y a beaucoup d'urgence au pays. Passé la date du 30 mars, les enseignants vont se retrouver sur la rue pour réclamer la publication du gouvernement tant attendu. Les consultations menées par le président de la République en novembre 2020 ont recommandé plus de réformes pour consolider l'état des droits, la gratuité de l'enseignement, la sécurité à l'Est, l'indépendance de la justice, la couverture sanitaire pour tous, l'exercice des libertés publiques, les processus électoraux, l'accès à l'énergie, à l'eau potable, à l'emploi
et à une rémunération décente des agents et fonctionnaires de l'État. Ces recommandations aujourd'hui peinent à se réaliser car depuis la nomination de son Excellence M. Jean-Michel Samalou Condé à la tête de l'exécutif national, l'Union sacrée qui a recueilli de bonne foi tous les acteurs politiques et sociaux se transforme peu à peu à une nouvelle coalition politique recourant au même mode opératoire, gérer la res publica sur base de quotas et équations politiques. De ce qui précède, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC demande instamment au président de la République, chef de l'État, de s'affranchir des équations politiques contre-productives et d'user de tous ses pouvoirs régaliens pour opérer les arbitrages nécessaires afin que, avec le Premier ministre, afin de sortir le gouvernement avant le 30 mars 2021. Le gouvernement de la RDC est résolument focalisé sur les efforts de lutte pour éradiquer la tuberculose. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a confirmé les efforts du gouvernement à ce sujet. C'était à l'occasion de son message à la nation pour cette journée internationale de lutte contre la tuberculose. Ces propos sont recueillis par Laetitia Louvezo. Notre pays paye un lourd tribut lié à cette maladie. L'année dernière, 2020, en dépit de la survenue de la pandémie de la Covid-19, pour la première fois, le pays a dépassé la barre de 200 000 cas de tuberculose notifiés en une seule année. En effet, près de 202 000 cas de tuberculose ont été déclarés par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre la tuberculose. Cependant, notre pays compte parmi les 30 pays les plus affectés par cette maladie. Il occupe le 9e rang mondial et le 2e en Afrique. De ce qui précède, nous voudrions que la population s'implique totalement afin de mettre fin à la tuberculose dans notre pays. Comme ce mois de mars est dédié à la femme, je voudrais rappeler aux mamans congolaises que la tuberculose frappe autant les enfants, les femmes que les hommes dans notre pays. Elle les prive de la joie de vivre pendant plusieurs mois lorsque les familles sont affectées. C'est pourquoi j'invite les mamans congolaises à s'unir pour combattre la maladie. Dans le cadre d'une lutte multisectorielle, je renouvelle un vibrant appel à tous les secteurs vitaux de notre pays de s'approprier de la lutte contre la tuberculose. Cette journée constitue pour moi une occasion pour vous rappeler que la tuberculose se reconnaît essentiellement par la toux, quelle que soit sa durée. Chers compatriotes, c'est aussi le moment de vous rappeler que malgré le fait que le médicament efficace existe contre cette maladie et qu'elle est guérissable, beaucoup de nos compatriotes en meurent. Tous ces décès sont évitables. Cette situation déplorable est la conséquence de consultations tardives suite aux fausses rumeurs ou à la honte qu'engendre cette maladie. En politique, sachez également que le président interfédéral du MLC, le sénateur Valentin Guéringo, a fait une réunion bilan des mi-parcours des activités du parti au niveau de l'interfédéral. Suivez. Faire le bilan à chaque fois que l'on progresse pour mieux évoluer, telle est la vision de l'interfédéral du mouvement de libération du Congo à travers son président, le sénateur Valentin Guéringo, qui a réuni autour de lui les hauts cadres de l'interfédération où les activités de l'interfédéral qui se sont déroulées pendant 2 mois ont été passées au peine fin.
L'interfédération du MLC, à travers ces fédérations, continue la sensibilisation et la mobilisation pour la ville-province de Kinshasa. Effectivement, à l'interfédération, il y a toujours eu des réunions telles que vous venez de le suggérer. Aujourd'hui, le comité exécutif interfédéral se réunit pour la deuxième fois dans ces mois de mars pour faire l'évaluation et voir le fonctionnement des activités interfédérales. Nous avons commencé cette réunion tout autour de la table ronde accompagnée de notre président interfédéral. Vous avez vous-même vu qu'il a présidé la réunion. Alors, nous avons commencé cette réunion par présenter l'état de santé du président national Jean-Pierre Bemba Gombo qui se porte bien, et vous avez vous-même vu qu'il a participé aux obsèques du fait regretté Thomas Lokondo à l'Assemblée nationale. Effectivement, il y a eu un accent particulier parmi tant d'autres points que nous avons eu à toucher, puisque dans ce mois de mars, nous avons vu la structure Vision Bemba qui est coordonnée par une femme, Massanguizani. Elle a fait son activité la semaine passée. Il y a eu l'activité de l'Ianza. Nous avons vu beaucoup de femmes dans cette activité. C'était fait à l'honneur de la femme pour ce mois de mars. Et nous avons vu l'activité de Yannick Samato, que le président interfédéral a honoré via à sa témérité et à sa bravure. Voilà pourquoi ce mois de mars, nous pouvons dire que l'interfédération de Kinshasa a bien coordonné les choses pour la femme. Monsieur Jean-Claude Kakwadi, comme je le disais tantôt, vous êtes expert, pour ceux-là qui nous prennent en cours, vous êtes expert en cybersécurité, des questions du numérique. Une fois appliqué à la lettre, quels sont les bénéfices économiques et sociaux du code numérique en République démocratique du Congo? En fait, le bénéfice, le bénéfice s'explique dans le sens que c'est avec ce code qu'on sait tout de suite appliquer, d'abord mettre en application le plan du numérique national. C'est avec ce code que nous pouvons démarrer avec la transformation numérique qui conditionne le développement de tous les secteurs, de tous les domaines de la vie. Donc, ne pas traîner encore le pas, c'est se retrouver encore en déphasage, c'est se retrouver encore déconnecté, c'est se retrouver, c'est oublier la bonne gouvernance, c'est oublier la croissance économique, c'est oublier le progrès social. Donc, avant l'implémentation du numérique, avant la transformation du numérique, on a besoin d'un code qui régit, qui gère tout cela. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas une précipitation, mais en toute urgence, il faut ce code. Parce que c'est avec ce code qu'on peut aller dans la transformation numérique. Et avec la transformation numérique, nous avons la bonne gouvernance, nous avons la croissance économique, nous avons le progrès social. Pourquoi ça doit être une urgence? Ça doit être une urgence parce qu'il y a d'un côté des problèmes qui se posent, qu'il faut résoudre de toute urgence. D'un autre côté, pour un besoin de développement. Mais vous pensez que même le moment qui sont dans le marché ont besoin de ces codes pour être développés? Les moments qui sont dans les marchés, elles ont aussi ce qu'on appelle un actif numérique. Aujourd'hui même, la maman qui est dans les marchés a un téléphone. C'est un actif numérique. Et avec ce téléphone, la maman est en train de traiter sans le savoir des informations qui sont dans ce téléphone. Et ce sont des informations qui peut aider la maman à changer une option, à adopter un comportement, à avoir une information qui permette à la maman de faire un pas de plus. Donc tout le monde en a besoin. La transformation numérique, elle impacte tout le monde et à tous les niveaux. Voilà. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, hein? Oui, il y a encore beaucoup à faire parce que non seulement le pays est vaste, non seulement avec la grandeur du pays, il y a la complexité, oui, par rapport à tout ce qu'il y a à faire en ce qui concerne le numérique, mais on doit commencer par quelque part. Et le début de toute chose, c'est le code qui doit précéder tout le reste. Oui. Et puisque ce code est initié par un député national, est-ce que l'Assemblée nationale peut s'en approprier? L'Assemblée nationale s'en approprier, je ne pense pas, parce que c'est ça le travail d'un parlementaire, je pense. Le travail d'un parlementaire, c'est aussi de produire les lois qui seront traitées à l'Assemblée et que le président va promulguer. Oui, donc c'est dans les normes que cela est fait. Voilà.
En société, une descente a été effectuée au rond-point Ngaba par le ministre provincial de transport Amos Mbokoso dans le but de rappeler les conducteurs des véhicules de transport en commun qui exploitent les tronçons Kinshasa-Lufu leur obligation de payer le frais de la taxe de stationnement et s'imprégner du comportement de ces conducteurs qui continuent à agresser les agents de transport. Anenoka et Pichukizaza. Cette descente du ministre provincial des Transports de la ville de Kinshasa, Amos Mbokoso, terminée à 20h, effectuée au rond-point Ngaba, a pour objectif de rappeler les conducteurs des véhicules affectés au transport en commun qui exploitent les tronçons Kinshasa-Lufu de s'acquitter des obligations de l'État en payant la taxe de stationnement et a rappelé tous les conducteurs de payer les frais d'autorisation de transport, faire le contrôle technique et identifier leurs véhicules. C'est là en prélude du 2 avril, date que le ministère provincial des Transports va déployer les agents pour traquer les récalcitrants. Par rapport, comme je l'ai dit, à la tendance de recettes au rond-point Ngaba, et je suis venu également parler avec les agents de transport, voir ce qui se passe pour qu'on essaie un peu de relever la pente. Je constate qu'il y a une certaine faiblesse dans les recettes. C'est comme ça que je suis venu parler avec les agents de transport qui sont au rond-point Ngaba pour qu'ils prennent conscience, qu'ils se réveillent afin de remonter la pente. Malheureusement, et Général Kassongo, la police ne nous accompagne pas, c'est ce qu'on déplore, parce que si la police nous accompagnait, il n'y aurait pas eu un cas comme celui-ci. Donc les agents de transport, c'est un service de l'État qui doit être appuyé par la police. Saisissant cette occasion, le ministre provincial Amos Mbokoso est arrivé au centre hospitalier Kafeke Ngaba pour rendre visite à un agent agressé par un conducteur. Ce faisant, les chargés de transport de la ville de Kinshasa a fait une mise en garde à tous les conducteurs de laisser les agents de transport faire leur travail. Demander à la police de transférer le dossier de l'agent qui est hospitalisé au niveau du paquet. Et là, j'en appelle à tout le monde, à toutes les Quinoises et Quinois, pour dire qu'ils viennent de suivre les images de cet agent de transport qui a été tabassé par le chauffeur et qui est même hospitalisé ici au rond-point Ngaba. Et je demande à ce qu'on laisse les agents de transport faire leur travail. Il faut que chacun travaille, sinon on ne va pas remonter la pente, on ne va pas relever ce pays. Le numéro 1 des transports de la ville de Kinshasa a demandé à la police de protéger les agents de transport. Restons toujours en société pour vous dire qu'après la grande pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa, la commune de Kisenso a été fortement touchée. Il y a eu mort d'homme. Dieudonné Fikiri est venu à leur rescousse. Suivez. La pluie qui s'est abattue la semaine dernière sur Kinshasa a causé la mort de 4 enfants de même famille des suites de l'écroulement de leur habitation dans la commune de Kisenso. Ces enfants seront enterrés par l'État congolais, à en croire les correspondances du bourgmestre de cette municipalité adressées aux préposés du cimetière de Linda et au médecin directeur de l'hôpital général de Kisenso. Quelques jours avant cette décision, la famille éprouvée avait lancé un SOS aux hommes de bonne volonté pour un enterrement. Ce message a touché le sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi qui a aussitôt dépêché sur les lieux une délégation de sa fondation avec à sa tête le docteur Didier Malungi pour honorer tous les frais funéraires, à savoir la mise en bière des cadavres à la morgue, l'achat des 4 cercueils, 4 croix ainsi que des fossoyeurs des 4 tombes pour l'inhumation. Un geste qui n'a pas laissé indifférent le père de ses enfants. En tout cas, merci Papa Fiki. Je remercie grandement Papa Fikiri de nous venir en aide. Tu es la première personne à le faire. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que cette action ne soit pas la dernière, mais plutôt, je vous encourage de continuer sur cet élan. Merci mingi. Merci. Pour sa part, le docteur Didier Malungi, au nom du sénateur Dieudonné Fikiri Alimas, est réconforté, la famille est pleurée. Je suis venu représenter le président pour assister correctement, tant matériel, physique, financier, pour qu'on puisse enterrer les enfants éprouvés. Je demande à tous les participants d'être disciplinés. Ces enfants seront donc inhumés sans problème et des solutions durables doivent être trouvées pour que pareil cas ne se reproduisent.
Voilà, Monsieur Jean-Claude Kakwadi, nous tendons déjà, ou nous sommes pratiquement à la fin de notre journal. Je ne sais pas si vous avez autre chose, une précision par rapport à notre Oui, une précision, c'est que le Bénin s'est inspiré d'autres pays pour faire son code numérique. C'était tout à fait normal qu'on puisse aussi s'inspirer du code numérique du Bénin, parce que nous sommes confrontés au même problème. On s'est inspiré de ce code, mais on l'a adapté à nos réalités. Et ce n'est pas un code qui est bouclé, fini. C'est un projet de loi. Okay. Nous savons que au Congo, il y a une grande expertise. Donc, c'est un travail ouvert où nous avons besoin de toute l'expertise congolaise pour l'améliorer, le réadapter, le transformer jusqu'à ce qu'il réponde exactement à la réalité de notre pays. Voilà. Ok. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout. Merci beaucoup, madame. Ok, voilà. Donc, monsieur Jean-Claude Kakwadi, merci de répondre à notre invitation. Ok, c'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité et des questions du numérique. Ok, voilà, c'est par cet entretien que nous mettons un terme à cette édition du journal télévisé. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la grande édition. Restez branchés au programme de Canal King Télévision. Au revoir.